The platform continues to provide inspiration to educators and students. This year, 5 projects will be presented at the summit. Now, we begin with the first one, and for this, we take you to Mali. Let's take a closer look. Bonjour, je m'appelle Béthil César. Je m'appelle Mohamed Boubacar, je suis élève en terminale sciences exactes. Çocuklarımızı birey olma yolunda destekleyen eğitim sistemimizde yaratıcılıklarını besleyen projelere odaklandık. Sanat Müzesi ile çocuklarımızın gerçekleştirdiği bu projelerin görünür olmasını ve değerli olduklarına dair farkındalıkların arttırılmasını hedefliyoruz. Le projet Maarif Artisanat est un projet à 2 volets. Nous organisons différents cours, activités et concours à tous les niveaux pendant les périodes d'enseignement et dans le cadre de ces programmes, les produits artisanaux de nos élèves voient le jour. Nous voulons à la fois évaluer ces produits et les exposer de manière à ce que nos élèves et leurs parents soient satisfaits, car apprécier les efforts des élèves et leur faire sentir qu'ils ont de la valeur est une partie importante de l'éducation. Etkinliklerimizi planlarken çocukların farklı deneyimler yaşayacakları ama gündelik hayatında içerisinde karşılığını bulabilecekleri tasarım planlamaları gerçekleştirdik. Mon but initial était de simplement passer du bon temps avec mes amis et avec les profs, mais cela s'est transformé en quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau, et j'en suis très heureux. La partie la plus difficile et la plus passionnante de ce projet a été d'essayer de terminer les tableaux tout en sachant que la période des examens approchait. Nous avons fait beaucoup de sacrifices en travaillant même pendant les week-ends, pendant les pauses de midi. Öğrenciler yalnızca bilgi edinmekle kalmamış, aynı zamanda kendi ifadelerini, sorumluluk alma ve birlikte üretme deneyimini yaşamış oluyorlar. Özgüven geliştirme, yaşadığı coğrafyayı tanıma anlamında minik tecrübeler edindiklerini fark ettik. Nous pensons que l'idée de créer un musée d'art au sein de l'école aidera également nos élèves à créer une vision tout en se préparant pour l'avenir. À la fin de ce projet, j'ai découvert que j'aimais bien plus peindre que je ne le pensais. Cela me motive à réaliser d'autres projets comme celui-ci et à faire d'autres œuvres artistiques. Pour la réalisation de ce projet, j'ai eu comme référence un pays de l'Afrique, qui est aussi le continent auquel mon pays appartient. Donc, représenter toutes les traditions et toutes les cultures de l'Afrique m'a rendu très inspiré et très motivé à la réalisation de ce projet. With this project, learning moved beyond the classroom and became a living expression of art, culture, and heritage. And without further delay, let us begin our first session. Ministers of education from different parts of the world will be joining us to discuss our main theme, healing the world through education. Please join me welcoming our first guest to the stage, Minister of National Education and Vocational Training from Djibouti, His Excellency Moustapha Mohamed Mahmut. Our second guest is Secretary General of the Ministry of National Education from Mali, His Excellency Boubacar Dembele.
Secretary General of the Ministry of National Education from Senegal, Her Excellency Khady Diop Mbodji. And to moderate the first session of Istanbul Education Summit, I'd like to invite President of Turkish Maarif Foundation to the stage. Please welcome Mr. Mahmut Özdil. Bonjour à toutes et à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités. Bienvenue à cette session de haut niveau du Sommet de l'éducation d'Istanbul. Nous nous retrouvons autour d'un thème ambitieux et nécessaire, guérir le monde par l'éducation. Aujourd'hui, nous allons croiser des expériences nationales différentes pour réfléchir ensemble à la capacité de l'éducation à répondre aux crises humaines, sociales et environnementales de notre temps. Avant de commencer, permettez-moi de partager une information importante. Le ministre de l'Éducation nationale de la République de Turquie, son Excellence le professeur Dr. Yusuf Tekin, ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement et de pleine guérison. Et le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, M. Moustapha Mamba Guirassi, ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui pareillement en raison du décès de sa mère. Nous prions pour que la défunte repose en paix et adressons à Monsieur le ministre, à sa famille et au peuple sénégalais nos condoléances les plus sincères ainsi que nos vœux de patience et courage. Notre panel réunit Son Excellence Moustapha Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti, Monsieur Boubacar Dembele, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Mali, et Madame Khady Diop Mbodji, directrice de cabinet du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Le format est simple. Je poserai 2 questions communes à chacun de nos intervenants. Premier tour, nous avons 7 minutes par intervenant et second tour, 5 minutes par intervenant. Je vous remercie de bien vouloir respecter le temps afin que chaque voix puisse être pleinement entendue. Si vous le permettez, je commence par la première question que je vais adresser successivement à chacun. À quel point croyez-vous au pouvoir de l'éducation pour guérir le monde? À partir de votre expérience et de vos objectifs, à quels problèmes fondamentaux l'éducation peut-elle réellement apporter des solutions ou atteint-elle ses limites et quelles conditions sociales et mondiales sont nécessaires pour qu'une transformation authentique puisse advenir? Nous commençons par Djibouti. Son Excellence Moustapha Mohamed Mahamoud est ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la République de Djibouti et ancien ami. Merci pour accepter cette invitation. Ministre de longue date, il conduit des grandes réformes éducatives de son pays avec une attention particulière à l'accès à la qualité des apprentissages, au renforcement du corps enseignant et au lien entre formation et l'emploi. La politique éducative djiboutienne est structurée par le schéma directeur de l'éducation et de la formation qui vise notamment la scolarisation universelle,
le développement du préscolaire et l'élargissement de la formation professionnelle dans une logique d'équité et qualité. Monsieur le ministre, je vous donne la parole pour la première question. Merci, monsieur le modérateur, président de la Fondation Maarif. Je voudrais commencer déjà par remercier la Fondation Maarif de nous avoir confié ce sommet, cette plateforme qui nous permet donc d'échanger, de discuter et d'échanger des différents avis concernant nos différentes politiques éducatives. C'est vrai que vous avez résumé un peu la situation de l'éducation à Djibouti. Djibouti est un grand pays parce que du moment qu'au niveau superficie c'est un petit pays, mais c'est un grand pays du moment qu'à peu près 80% de son budget national est alloué à l'éducation et donc à la formation professionnelle. Et l'éducation et la formation sont les priorités du gouvernement depuis ces 25 dernières années. Donc, je suis ministre depuis 2016 et nous, ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, nous avons une lourde responsabilité, Monsieur le Président. Donc, par rapport à votre question, je crois profondément au pouvoir de l'éducation pour guérir une grande partie des blessures du monde, mais elle ne peut le faire de manière isolée par rapport au reste de la société. Et d'après donc mon expérience, sans éducation de qualité pour tous, aucune transformation durable n'est possible. Mais aussi, sans transformation plus large de nos sociétés, l'école à elle seule ne peut vraiment tout faire. Dans mon pays, nous avons fait clairement le choix de faire de l'éducation une priorité de l'État. Et à partir de la réalité de Djibouti, je voudrais ici énumérer les différentes possibilités ou les multiples maux du monde auxquels l'éducation peut réellement apporter des réponses. D'abord, sur la pauvreté et l'injustice sociale. Lorsque l'école donne à chaque enfant, fille comme garçon, en ville comme en zone rurale, les apprentissages fondamentaux du numérique et des compétences de vie, elle brise déjà le cercle de la pauvreté et de l'injustice, et l'école est vue comme une promotion sociale. L'autre point important sur lequel il est très important aussi, c'est l'accès à l'emploi. Pour accéder à l'emploi et à l'entrepreneuriat et à la mobilité sociale, elle peut également permettre de connaître à l'élève ou à l'étudiant ses droits et de les défendre, de participer pleinement donc, à la vie éducative, à la vie économique et à la vie citoyenne. Le deuxième mot que l'éducation peut apporter une remède, c'est également la rupture de confiance entre les citoyens et les institutions et la violence. Une éducation qui développe l'esprit critique, l'éthique, la culture du débat et la coopération, l'écoute, la culture de la paix, la confiance en soi, la résilience et l'empathie au discours de haine et des manipulations et aux extrémistes. L'école donc doit être un lieu d'apprentissage, du vivre ensemble, du respect des différences, mais également de la résolution pacifique des conflits. Et c'est toutes ces valeurs, c'est l'école qui doit transmettre. Aussi, l'autre point très important qui aujourd'hui qui touche un peu aussi bien Djibouti qu'également dans le monde, c'est également les inégalités du genre. À travers l'éducation, chaque fille qui va au bout de son parcours éducatif, c'est moins de mariages précoces, moins de mortalité maternelle, plus de revenus pour la famille, plus de leadership féminin dans la société. Et donc, éduquer les filles n'est pas seulement une exigence de justice, mais c'est aussi un accélérateur de développement pour l'ensemble du pays.
Le quatrième point qui est très important, et je pense que l'éducation peut également résoudre comme problème, c'est également le chômage des jeunes et surtout ces sentiments de désillusion. En général, on finit la formation, après on dit bon, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Donc, quand l'enseignement général est mieux articulé avec la formation professionnelle, et donc dès le plus jeune âge, on apprend aux jeunes les métiers qu'ils vont choisir plus tard, je pense que s'il y a une bonne une éducation entre donc, la formation générale et la formation professionnelle, l'alternance, l'orientation active, nous allons transformer donc cette jeunesse qui risque de se marginaliser en une jeunesse porteuse de solutions. Et puis aussi, nous avons dans le monde et partout dans nos pays également la crise écologique et climatique. Là également, l'éducation aux sciences, à l'environnement, au comportement durable peut également faire évoluer profondément nos modes de production, de consommation. Elle forme des citoyens capables de prendre des décisions éclairées pour protéger les ressources, préserver la biodiversité, mais également s'adapter au changement climatique. Et enfin, pour finir, c'est également, je tiens particulièrement à dire que la fracture de l'exclusion. Ça veut dire quoi? Si nous voulons que l'éducation guérisse le monde, aucun enfant ne doit rester en dehors de l'école. Ça, je pense que c'est une des premières choses. Ni les enfants en situation de handicap, ni les enfants réfugiés ou déplacés, ni les enfants déscolarisés ou travailleurs dans les rues. Donc, tous ces gens-là doivent être également pris en question. Et donc, une éducation qui laisse dehors les plus vulnérables ne guérisse pas donc, le monde. Elle reproduit ces blessures. Donc, il nous faut une éducation inclusive donc, dans les domaines infrastructures, pédagogiques, mais également dans les ressources et les dispositifs éducatifs. Donc, c'est vraiment le cœur de la solution et donc de la guérison. Merci, Monsieur le Ministre. Je me tourne maintenant vers le Mali. Monsieur Boubacar Dembele est secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Mali. À ce titre, il coordonne au nom du ministère la mise en œuvre des réformes, le dialogue sectoriel et le suivi des priorités nationales dans un contexte de forte fragilité. Le Mali s'appuie sur le PRODEC, programme décennal visant à élargir l'accès, améliorer la qualité des apprentissages et renforcer la résilience du système éducatif. Monsieur le secrétaire général, à vous pour la première question. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord d'adresser les chaleureuses salutations des autorités du Mali, en l'occurrence le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Savané, le gouvernement, toutes les autorités du Mali à leur tête, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et tous les peuples maliens. Les chaleureuses salutations aussi alors, au président de la fondation Maarif de Turquie. Alors, pour revenir alors, à la question, alors, à quel pouvoir nous croyons pour alors, guérir le monde? Aujourd'hui, le contexte s'y est. Les thèmes guérir le monde par l'éducation est un thème qui cadre parfaitement aujourd'hui avec le contexte international. Et, comme on l'a dit, il ne s'agit pas alors d'apporter des miracles, mais il s'agira pour nous, alors en tant que humanité, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que effectivement nous puissions effectivement guérir ces maux dont souffre alors le monde. Donc l'éducation ouvre la voie à suivre pour relever n'importe quel défi, que ce soit les catastrophes, que ce soit les guerres, que ce soit les calamités. L'éducation est la voie la plus sûre pour que nous puissions effectivement apporter alors, les remèdes nécessaires, la solution, les remèdes aux maux dont effectivement souffre le monde d'aujourd'hui.
Le deuxième aspect, c'est que, alors, quels sont les problèmes fondamentaux que l'éducation peut réellement apporter, alors, des solutions. Aujourd'hui, l'humanité est effectivement confrontée à des sérieuses difficultés. Présentement, le monde souffre de nombreux problèmes, parmi lesquels nous pouvons citer les violences verbales, les violences physiques, les violences psychologiques, les harcèlements, surtout sexuels, la discrimination sociale, les conflits intercommunautaires, les conflits armés, les problèmes environnementaux avec des conséquences catastrophiques, les pollutions de l'environnement, la déforestation, etc., les sécheresses, l'ensablement, la famine, sont effectivement des maux alors, dont souffre le monde alors, actuel. Alors, l'éducation peut apporter des solutions à chacun de ces maux, parce que nous sommes des hommes dotés d'intelligence, de raison, et nous n'avons pas autre solution que d'apporter, alors que d'utiliser la puissance douce de l'éducation pour effectivement apporter les remèdes nécessaires. Les conditions sociales et mondiales alors, qui sont nécessaires pour qu'une transformation authentique puisse advenir alors, sont nombreuses. Et nous avons, par exemple, alors, au Mali, jugé nécessaire que l'école ne doit plus se contenter de donner des savoirs théoriques qui, alors, au finish, les apprenants ne savent même plus savoir mettre en œuvre ou appliquer ce dont ils ont appris pendant leur formation. Donc, nous devons utiliser des stratégies, des méthodes nécessaires pour que, alors, in fine, nos apprenants, au sortir de leur formation, au sortir de leur cursus scolaire, puissent effectivement mettre en application tout ce dont ils ont appris alors, pendant leur formation. C'est pourquoi, alors, au Mali, en plus de la proposition d'autres stratégies novatrices, nous avons alors, comme on appelle, utilisé alors, des thématiques. Nous avons des thématiques comme l'éducation à la culture de la paix, l'éducation à la prévention de l'extrémisme violent, l'éducation à la prévention de la violence, l'éducation et promotion du vivre ensemble ou la réconciliation, l'éducation à la résilience, l'éducation à l'interculturalité, surtout à la tolérance religieuse. Nous sommes un pays cosmopolite, donc notre éducation se doit de respecter alors, tous ces aspects. Notre diversité alors, au Mali ne doit pas être un obstacle, mais plutôt un atout pour alors, le réalisme d'un État-nation. Ensuite, l'éducation doit encourager la pensée critique, la créativité, la résolution des problèmes, des comportements essentiels pour s'adapter aux changements et répondre aux crises. Aujourd'hui, le Mali traverse une crise sécuritaire. Aujourd'hui, notre éducation ne doit pas seulement se contenter de transmettre des concepts, mais nous devons sensibiliser, nous devons mettre l'accent sur alors, les changements de comportement pour que les élèves, depuis leur bas âge, depuis la formation au niveau du collège, puissent effectivement grandir avec des concepts alors, de résilience, avec des concepts de tolérance religieuse, parce que généralement, c'est des enfants qui sont enclins, alors, qui sont des proies faciles pour l'extrémisme violent. Alors, s'ils sont formés depuis les bas âges à des concepts de ce genre et leur permettre de réfléchir alors, à des solutions responsables, à des décisions, à des prises de décisions sages et responsables, ils pourront être effectivement évités d'être embarqués, alors d'être utilisés par des gens de mauvais esprits.
Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport alors à l'éducation transformatrice. Merci. Merci, merci Monsieur le Secrétaire Général. Nous allons maintenant au Sénégal. Madame Khady Diop Mbodji, spécialiste du management éducatif et de la coordination de politique publique, actuelle directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, elle cumule plus de 30 années d'expérience au service du système éducatif sénégalais et africain. Le Sénégal met en œuvre le paquet EF, plan sectoriel centré sur l'amélioration de la qualité des apprentissages, le renforcement de l'équité et de l'inclusion, ainsi que sur une gouvernance plus transparente et performante. Madame la directrice de cabinet, je vous donne la parole pour la première question. Merci beaucoup, Monsieur le Modérateur, Président Mahmoud, Moustapha, Özdil. Merci déjà pour cette belle animation de ce panel. Merci aussi pour l'invitation faite à notre pays, le Sénégal, pour participer à cette rencontre, cette grande rencontre, pour échanger sur ces problématiques actuelles. Je vous remercie une troisième fois par rapport aux prières et condoléances adressées à notre ministre de l'Éducation nationale qui devait être à cette place aujourd'hui, mais qui au dernier moment a fait face à des situations liées à la maladie de sa maman. Merci pour ces condoléances. Je sais que depuis le premier jour, vous l'avez appelé et vous avez compati à sa douleur. C'est très important pour nous. Monsieur le Président, je suis venue à la tête d'une délégation composée de M. Abdullah, professeur Abdullah Sissé, qui est là. Je reviendrai sur lui parce qu'il coordonne le programme de refondation du système éducatif sénégalais. Je suis venue également avec Mme Lemira Diallo aussi, conseillère technique du ministre de l'Éducation nationale, et je pense qu'on a été coachés, accompagnés par notre ambassadeur. Excellence, merci pour l'accompagnement. Notre ambassadeur du Sénégal en Turquie, M. Diop. Donc, c'est cette délégation sénégalaise qui est venue, qui est forte, c'est compte tenu de l'importance que nous accordons à ce sommet. Merci. Je m'en vais d'emblée exprimer ma profonde gratitude à la République de Turquie, à son Excellence, Madame Emin Erdogan, Première Dame, qui a bien voulu présider cette session ce matin, une très belle cérémonie que nous apprécions, ainsi qu'à la Fondation Maarif, pour avoir placé ce sommet sous le signe d'une responsabilité commune, celle de guérir le monde par l'éducation. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, cette rencontre nous permet d'échanger sur nos expériences, de mutualiser sur nos bonnes pratiques, certainement en vue de trouver ce remède que nous cherchons face à la crise de l'éducation, je dirais même au-delà, face à la crise que traverse le monde. Le thème de cette rencontre n'est pas seulement une aspiration, il est un impératif global. M. Dembele l'a rappelé tout à l'heure, les crises humanitaires, environnementales et sociales qui affectent la planète nous obligent à repenser l'éducation, non comme un simple système d'instruction, mais comme la première médecine du monde, capable d'apaiser les fractures et de restaurer les liens entre les peuples, les cultures et les générations. L'éducation, si elle veut guérir
doit devenir un lien commun mondial, un bien commun mondial, porté par une vision partagée entre nations, une coalition d'humanité consciente de son destin commun. Monsieur le modérateur, le document de référence de ce sommet nous rappelle une vérité essentielle. Dans un monde où la connaissance se multiplie, mais où les conflits demeurent, l'éducation doit transformer le savoir en sagesse. Cette phrase résonne profondément au Sénégal. Le Sénégal est un petit pays, si on devait le comparer avec le Turquie. Petit en termes de population, mais aussi petit en termes de superficie. Nous avons environ 18 millions d'habitants, et dans ces 18 millions, pour le secteur de l'éducation que nous gérons, nous avons 4 millions d'apprenants. 4 millions d'apprenants dans le système formel, mais si on doit considérer le système non formel avec les madrasas et autres, nous pouvons dire que nous dépassons de loin ces 4 millions. Nous sommes en train de chercher la voie pour intégrer donc tous ces enfants que nous considérons souvent hors système, mais qui sont quand même en train d'apprendre, mais d'apprendre autrement. Nous sommes dans une voie de modernisation donc de ces autres formes d'éducation pour assurer la scolarisation pour tous de tous les enfants sénégalais. C'est tout le sens des initiatives prises par les autorités pour aller dans le sens d'une refondation de notre école. Comment faire de sorte que donner la capacité à l'école pour jouer ce rôle que vous avez évoqué tout à l'heure, ce rôle de transformation du monde, mais aussi ce rôle d'accompagnement des consciences, ce rôle de socialisation pour faire en sorte que ces 3 axes que nous avons définis dans le paquet, notre programme d'éducation que vous venez de rappeler, l'axe sur la qualité pour qu'il y ait plus de qualité, l'axe concernant l'équité, comment faire de réduire les disparités, de faire en sorte que toutes ces inégalités soient vraiment réglées, résolues, mais aussi l'axe concernant la gouvernance. Donc nous sommes en train de dérouler un programme au niveau du Sénégal, c'est ce que pilote M. Cissé, professeur Cissé qui est là, et qui concerne à revoir notre approche, aussi bien au niveau pédagogique qu'à tous les autres niveaux, pour améliorer la qualité et qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité interne et externe du système éducatif sénégalais. C'est tout le sens donc de cette refondation aussi curriculaire, parce que la refondation globale du système englobe aussi la réforme curriculaire qui vise à faire émerger une école où l'on apprend pas seulement à connaître, mais à discerner, à juger, à coopérer, à habiter le monde avec lucidité et responsabilité. Le ministre de l'Éducation a lancé l'année dernière la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école. Et c'est tout le sens de ce sommet aujourd'hui. Je pense que nous devons aller vers comment davantage humaniser l'école, comment faire de sorte que nos apprenants soient déjà socialisés dans ce sens, comment remettre sur les rails l'éducation aux valeurs, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation pour toutes ces valeurs qui devraient former un citoyen préparé à vraiment bien s'insérer dans la vie et à transformer le monde. Il s'agira pour cette nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école de former à la sagesse, de relier l'apprentissage au sens, d'ancrer la connaissance dans l'éthique et la conscience, de transformer le goût de la paix et le respect de la dignité humaine. C'est ainsi que l'éducation devient soin au monde. La réforme curriculaire aussi que nous conduisons repose sur une conviction forte. L'école doit devenir un espace de guérison du lien humain et s'articule autour de 3 piliers.
c'est le pilier éthique, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le pilier systémique et interactif aussi sur lequel nous sommes en train de travailler au niveau du Sénégal. C'est notre manière de répondre à la demande du sommet, renforcer un écosystème durable de coopération. Merci, Monsieur le Modérateur. Merci, Madame. Et je vous remercie pour ce premier éclairage. Nous passons maintenant au second tour et tous nos intervenants sont très sages. Mais pas parce que nous avons temps, nous sommes bien maintenant. Nous passons maintenant au second tour. Chaque intervenant dispose de 5 minutes, mais on peut ajouter quelques minutes maintenant. D'accord ? On a du temps. Deuxième question, à partir du cadre que vous venez de tracer, quelle est selon vous la transformation la plus critique à engager dans votre pays pour amplifier le pouvoir de l'éducation à guérir le monde? Et comment renforcer l'impact de cette transformation par une coopération entre nos pays fondée sur le partenariat égalitaire et l'apprentissage mutuel? On commence par Djibouti. Monsieur le ministre Mahmoud, votre réponse à la deuxième question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Mahamoud, Moustapha. Ah oui, il y a deux Mahmoud Moustapha dans le salle maintenant. Voilà. Par rapport à cette question, vous me posez une question qui est très difficile. Oui. Il faut choisir quelle transformation décisive serait vraiment idéale pour amplifier les pouvoirs de l'éducation. Je pense que si il fallait que je fasse ce choix, moi je choisirais comme une transformation vraiment décisive, c'est vraiment celle de la formation de l'enseignant. Ouais. Vraiment refonder le métier d'enseignant. Parce que c'est l'enseignant qui est au cœur, quoique nous élaborions les meilleurs référentiels de compétences, que nous formions le meilleur curricula, si l'enseignant, qui est le cœur du système, si ce métier n'est pas revu, et je pense que c'est un métier qui doit être mis à jour par rapport, bien sûr, à l'environnement et au changement actuel. Donc, c'est le métier d'enseignant qui doit être revisité, refondé, à commencer déjà par le recrutement, par exemple, mais également la formation initiale de l'enseignant, mais aussi la place, parce qu'on sait que dans nos sociétés, ou les sociétés musulmanes, ou dans les sociétés d'autrefois, l'instituteur ou l'enseignant avait vraiment un rôle central dans la société. Aujourd'hui, nous avons cette impression que l'enseignant a perdu cette qualité. Déjà qu'au niveau sociétal, il faut qu'en tant que parent d'élève, il faut que bien sûr tous les acteurs de l'école reconnaissent en lui que c'est vraiment lui qui va former les citoyens de demain. Et ce monsieur qui doit former les citoyens de demain, nous sommes tous dans l'obligation de l'encourager, de l'accompagner, de le former et vraiment de lui donner tous les moyens dont il en a besoin pour qu'il puisse bien sûr dispenser un enseignement de qualité et dans le confort. Nous, pays en développement, nous sommes confrontés à ce triple conflit, défi qui est à la fois permettre à ces enfants l'accès à l'école, mais également permettre à ce que, bien sûr, nous puissions avoir un curricula qui convient et qui est un curricula qui répond aux attentes, aux aspirations de l'élève djiboutien, par exemple. Et donc, automatiquement, il est aussi important de travailler sur la qualité de l'enseignement.
Et qui dit qualité de l'enseignement, c'est également le travail qui est, bien sûr, qu'on doit faire sur les enseignants. Et d'ailleurs, lui-même doit commencer à changer sa manière d'enseigner. On ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on enseignait il y a une trentaine d'années. Si maintenant l'enseignant n'est pas mis à jour, l'enseignant aujourd'hui, je me rappelle, j'ai vu une petite vidéo, l'enseignant, il rentre dans la classe, il parle à ses élèves le match de football qu'il a vu hier soir, ou les événements qu'il a vus sur TikTok, ou les événements qu'il a vus sur YouTube. Donc, c'est-à-dire qu'il montre à ses enfants qu'il est connecté comme eux. Mais un enseignant par exemple, on sait que les enfants aiment beaucoup regarder le sport. Un enseignant qui arrive, donc, automatiquement, l'élève va mieux l'apprécier et l'accueillir. Parce qu'il dit, ah, ce monsieur, il est dans ton monde, à toi. Et donc, c'est très important également que nos enseignants essaient également d'être innovants. Et ça aussi, on doit les former, notamment dans le cadre de la formation continue, parce qu'il n'y a pas la formation initiale seulement, il y a également la formation continue qui est très importante. Donc, un enseignant, je suis convaincu, un enseignant qui est bien formé, un enseignant qui est accompagné, un enseignant qui est motivé, un enseignant qui est reconnu comme un acteur clé de la guérison, il va automatiquement donner à chaque enfant, quel que soit son point de départ, la possibilité de réussir. Et surtout, nous avons, vous ne pouvez pas réaliser cette réalité au fin fond de nos pays. Nous avons des écoles en milieu rural, vraiment dans des zones très arides, et parfois sont affectés des enseignants de la ville qui n'ont jamais connu les régions de l'intérieur, et pourtant, lors de sa formation initiale, il est formé également pour qu'il puisse enseigner dans un environnement de ce type. Et vraiment, les partenaires techniques et financiers qui sont avec nous, quand ils partent visiter, voir ces enseignants, ils sont impressionnés par l'exploit qu'ils réalisent. Ils se donnent cœur et âme pour vraiment faire réussir. Et moi-même, lors d'une tournée dans les régions de l'intérieur, quand j'ai vu des jeunes où leurs parents sont analphabètes, qui n'ont jamais vu parfois la capitale, et qui commencent parce que nous avons introduit l'anglais à partir de la 3e année de l'école primaire, qui parlent l'anglais, qui s'expriment bien, qui écrivent bien, et même les parents, parce qu'ils étaient avec nous, quand ils ont vu leurs enfants en train de faire ce travail remarquable, et même ils étaient étonnés. C'est-à-dire que les parents étaient étonnés de savoir que son enfant, son fils, il sait faire tout ça. Vraiment, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est un peu, mais c'est vraiment très impressionnant. Et ça réduit, ce qu'on disait, les blessures. Et ça peut apporter une guérison, parce qu'il y a les blessures endogènes et les blessures qui nous viennent de l'extérieur. Oui. Mais déjà, résoudre les problèmes en interne, c'est déjà réduire cet écart et de faire de l'éducation une éducation, c'est vrai, où tous les enfants accèdent, mais également une éducation équitable et de qualité pour tous. Donc vraiment, s'il fallait travailler dessus, et c'est transformationnel, c'est-à-dire travailler sur la formation et faire de l'enseignant un enseignant vraiment innovant. L'autre point très important, c'est également amplifier la coopération internationale, mais égalitaire. C'est pas, je vais échanger avec vous et je vais donc vous imposer ma façon de voir les choses, les valeurs qui ne sont pas les leurs, on leur impose. Non, c'est vraiment une coopération internationale égalitaire. Et donc, il faut qu'il y ait une co-construction, par exemple, des programmes, parce qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont transversaux et mondiaux. Et que, bien sûr, aussi bien l'enfant djiboutien n'est pas seulement amené à être un citoyen djiboutien, également il est citoyen mondial, et il est citoyen universel. Donc, le citoyen djiboutien que nous formons, c'est un citoyen qui connaît parfaitement ses origines, qui connaît
en profondeur son pays et les valeurs de son pays et de sa société, mais également c'est un enfant qui est ouvert vers le monde. Et donc je pense que pour moi, je pense que nous sommes... je souhaiterais que passer d'une logique de certains pays qui exportent des modèles, il n'est pas question d'exporter les modèles, peut-être s'inspirer des modèles, mais de le contextualiser. Et nous avons cette fierté de dire aujourd'hui, dès la première année jusqu'en classe de terminale, les curricula, les programmes que nous enseignons à nos enfants sont des programmes conçus par des Djiboutiens. C'est un programme djiboutien qui est bien sûr qui répond aux aspirations économiques et sociales de ces enfants. Donc également les manuels scolaires sont contextualisés. Vraiment, l'enfant, à travers ce manuel scolaire, il se retrouve, qu'il soit dans les régions de l'intérieur ou que ce soit dans la capitale. Donc vraiment, nous avons été accompagnés par des experts, nous sommes inspirés des modèles d'autres pays, mais nous les avons contextualisés et fait en sorte que ce soit un programme vraiment 100% djiboutien. Pour finir, cher ami, l'éducation ne change pas le monde en un jour. Mais chaque jour, dans chaque classe, un enseignant peut changer la vie d'un enfant. Notre responsabilité politique, ici, est de créer donc les conditions pour que ce geste silencieux, répété des millions de fois, devienne par la suite une force, une transformation durable, Inch'Allah. Donc c'est ce cap que nous voulons. Je pense que nous tous ici réunis, nous sommes intéressés par cela, que nous donnons à notre éducation. Et je vous propose cette alliance, faire de nos systèmes éducatifs ensemble, non pas un miroir des fractures du monde, mais l'atelier où se construit sa guérison, Inch'Allah. Merci, Monsieur le ministre. Et Monsieur le secrétaire général Dembele, à vous pour la deuxième question maintenant. Merci, Monsieur le modérateur. La transformation la plus critique à réaliser dans mon pays, le Mali, c'est la transformation des mentalités, le changement de comportement. C'est pourquoi le citoyen malien doit être un citoyen bâtisseur, patriote, ancré dans sa culture, évidemment, et ouvert à l'universel. Pour cela, le Mali, alors à travers le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères impliqués, alors a élaboré un programme d'éducation aux valeurs. Alors ce programme, dans un avenir très proche, alors va être intégré dans le curricula de formation, alors au niveau des différents ordres et types d'enseignement. Et à l'issue donc de cette intégration, alors des documents d'accompagnement aussi vont être élaborés. Il s'agit d'un module de formation destiné aux enseignants pour leur donner effectivement toute la connaissance nécessaire alors en lien avec ces différents programmes et va être adossé à ces modules un guide d'utilisation. Et ce guide va permettre effectivement à l'enseignant de développer dans sa classe, d'intégrer dans ses pratiques pédagogiques, dans les activités de type enseignement-apprentissage, des activités en lien effectivement avec ce programme, alors qui effectivement valorise, promeut effectivement la culture malienne, les valeurs typiquement maliennes. À cela, il s'agit aussi alors pour l'école et les familles de faire en sorte que alors la confiance s'installe entre les décideurs effectivement et les citoyens. Il faudra aussi mutualiser alors les efforts, que le respect alors soit alors de part et d'autre, que chacun se respecte, qu'on respecte son prochain, l'écouter, alors le rassurer, le valoriser. Donc cela, pour nous, est vraiment d'une importance capitale. Aussi, il faudra alors, pour les institutions d'éducation,
sensibiliser les communautés. Sensibiliser les communautés, alors à pouvoir accorder beaucoup plus d'importance alors à l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier qui aujourd'hui constitue un fléau effectivement dans nos sociétés, dans nos pays en voie de développement. Il s'agira aussi alors pour nous alors d'intégrer effectivement le respect le respect du bien public effectivement dans les curricula et alors faire apprendre aux apprenants dès le bas âge que le respect du bien public est un devoir pour tout un citoyen. C'est pourquoi alors le nouveau type de citoyen malien doit être un citoyen bâtisseur, un citoyen patriote. Alors, comment renforcer l'impact de cette transformation pour une coopération entre nos pays fondée sur les partenariats égalitaires et l'apprentissage mutuel? Pour nous, il s'agit de renforcer, alors, il s'agit pour les différentes parties prenantes de se respecter. De respecter, alors, la souveraineté, alors, de chaque État dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Alors, cette collaboration, alors, si indispensable, alors, va être le couronnement des efforts. Il s'agira aussi pour les différents acteurs des pays qui sont les institutions publiques, l'État, la collectivité, la société civile, les entreprises et le secteur économique, alors à se donner la main pour que effectivement un partenariat, alors gagnant-gagnant, un partenariat digne de ce nom dans le respect effectivement des intérêts de toutes les parties prenantes puisse effectivement être respecté. Voilà. Le secteur de la recherche aussi et de l'éducation, il faut vraiment mettre un accent particulier sur l'entrepreneuriat, par exemple, avec effectivement les entreprises locales et avoir même des entreprises peut-être même au niveau international pour sceller effectivement un partenariat alors digne de ces noms. Il faudra aussi alors associer à ces partenariats les syndicats et les ordres professionnels. Cela est aussi pour nous une importance capitale. Et il s'agit là aussi alors d'accorder une importance particulière alors, aux médias. Aux médias, la sensibilisation, la formation et alors à la prise de décisions sages, à la prise de décisions responsables. Alors, ces partenariats noués dans la confiance et la considération réciproque permettra aux différents pays alliés de s'entraider mutuellement à travers des échanges d'expériences aidant la jeunesse à prendre confiance de son rôle dans le développement alors de nos pays. Et ce partenariat permet aussi alors, aux jeunes d'avoir de vrais espaces d'environnement et de décision. Parce que s'il y a un partenariat gagnant-gagnant entre différents États, ça va être une occasion, une opportunité aux jeunesses de ces différents pays, alors d'avoir un cadre d'échange fructueux, d'échanger des bonnes pratiques, s'inspirer alors des bonnes pratiques, alors qu'on peut voir ça et là pour effectivement alors améliorer les résultats, améliorer les rendements scolaires. Donc cela passe par des conseils de jeunes, des parlements, des consultations régulières et la formation à prendre la parole. Cela est très important. Il faut que nous formions nos jeunes alors au leadership. Former les jeunes alors au leadership, à la prise de parole pour effectivement s'affirmer. Donner son point de vue, défendre son point de vue tout en respectant le point de vue de l'autre. Donc cela est nécessaire et d'une importance capitale. Il faut les apprendre aussi à débattre des questions d'actualité, des questions de ce genre. Écouter les jeunes aujourd'hui alors au changement de comportement tout en leur faisant confiance est un choix politique et un investissement pour l'avenir. Donc voilà
les partenariats doivent être un partenariat fécond, un partenariat périn, un partenariat gagnant-gagnant, où alors les responsabilités sont bien définies, les stratégies et politiques sont bien définies et la souveraineté de chaque État est effectivement respectée. Voilà alors par rapport à ce qu'on peut dire effectivement au partenariat. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Madame la Directrice du cabinet, votre réponse à la deuxième question, s'il vous plaît. Je veux bien comprendre. Je peux répéter la question. Oui. Oui. Deuxième question, c'était à partir du cadre que vous venez de tracer, quelle est selon vous la transformation la plus critique à engager dans votre pays pour amplifier le pouvoir de l'éducation à guérir le monde et comment renforcer l'impact de cette transformation par une coopération entre nos pays fondée sur le partenariat égalitaire et apprentissage mutuel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur le modérateur, merci pour cette deuxième intervention, certainement qui va nous permettre de mieux clarifier et de mieux nous orienter par rapport à la question posée. Le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, fait face, à l'instar de tout le monde, à une mutation technologique sans précédent. Nous sommes devant une situation où l'école peut être rapidement dépassée. C'est la raison pour laquelle de nouvelles orientations, comme je l'ai dit, ont été définies dans le programme qui vise la transformation du pays en 2050. Mais dans ce programme national bâti autour de 3 axes, nous autres de l'éducation, nous sommes surtout interpellés par l'axe capital humain. Comment faire pour bâtir un capital humain fort, puissant, compétent pour faire face donc à ces défis que je viens d'évoquer. Nous sommes tous d'accord que l'intelligence artificielle transforme nos façons d'apprendre, de produire, de communiquer. Mais si l'intelligence artificielle n'est pas guidée par une éthique forte, elle peut fragiliser encore davantage les liens humains. Le Sénégal a fait un choix clair, celle d'anticiper, mais celle aussi d'intégrer cette culture d'intelligence artificielle dans ses programmes et dans sa pédagogie. Mais une intelligence artificielle humaniste au service du discernement, de la créativité et de la personnalisation pédagogique. Cette intelligence artificielle pour améliorer les approches, mais aussi les pratiques pédagogiques, les stratégies d'enseignement-apprentissage pour plus de qualité et d'efficacité. Ce choix se décline à travers plusieurs mesures prises ou plusieurs actions. C'est d'abord l'option de former tous les enseignants du Sénégal, donc à cette nouvelle action. Tous les enseignants du Sénégal, il y a un programme national pour les former. Ça ne s'est jamais fait. C'est pour leur permettre d'évoluer dans les pratiques et d'améliorer leur méthode d'enseignement. L'initiation aussi des élèves à une culture critique de la technologie. Il faut que les élèves ne soient pas seulement des croix de transmission, des bénéficiaires à qui on transmet des connaissances, mais il faut que cette culture critique de la technologie soit aussi bien installée au niveau des élèves. L'intégration de l'IA, comme je l'ai dit, c'est pour mieux aussi accompagner les élèves, mais pour ne pas remplacer l'enseignant. L'enseignant va demeurer. C'est important
sa formation, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, mais l'enseignant sera là comme régulateur, comme accompagnateur, mais son rôle sera toujours là, prépondérant, mais à travers les nouvelles technologies pour le renforcer et renforcer ses capacités. Nous avons aussi pensé au Sénégal, et c'est une volonté des autorités, d'introduire les langues nationales. Vous savez, nos pays, nous tous qui sommes là autour de ce panel, nous avons nos langues nationales, mais nous apprenons à partir de langues étrangères. Ça peut aussi être Oui. un biais ou quelque chose qui peut peut-être qui ne nous permet pas d'atteindre peut-être tous les objectifs que nous visons. Donc nous avons cette langue officielle qui est le français, qui est une langue seconde, mais nous avons aussi une langue première, que sont nos langues nationales, que nous avons introduit dans le système progressivement, et nous visons la généralisation en 2029 pour faire de sorte que, comme en Turquie, que les élèves sénégalais aussi puissent apprendre à partir de leur langue maternelle, de la langue qui véhicule leur culture. Ça aussi, c'est très très important comme facteur de transformation de la qualité de nos systèmes éducatifs. Nous sommes aussi dans le domaine des sciences, parce que qui ne dit pas science ne parle pas de développement. Par rapport au rôle très important et prépondérant de la science qui doit être au service du développement. Et pour cela, nous faisons face à une situation critique où la majorité de nos élèves sont dans les séries scientifiques. Donc là aussi, des mesures très fortes sont prises pour aller dans le sens de promouvoir donc, les sciences, la technologie, pour améliorer toujours nos indicateurs et faire en sorte que notre système puisse s'adapter et s'arrimer aux indicateurs aux standards mondiaux. L'anglais, je ne vais pas trop y insister, nous faisons la promotion des langues nationales, mais aussi l'anglais comme à l'instar de ce qui se passe ici ou ailleurs, comme langue d'ouverture. Pour dire encore une fois, Monsieur le Président, que guérir le monde, c'est aussi humaniser la technologie. Et le document de ce sommet nous rappelle tout cela. Le Sénégal en partage pleinement donc la conviction que nos jeunes ne sont pas de simples bénéficiaires du système éducatif, ils en sont les co-architectes. Nous encourageons donc leur créativité, leur innovation, leur leadership citoyen à travers les activités d'élèves, leur participation au club, les initiatives environnementales, les gouvernements d'élèves scolaires. Dans tous les établissements du Sénégal, nous avons des gouvernements scolaires qui suscitent la participation, donc, qui favorisent la participation des élèves. Les forats ou les solutions deviennent vraiment des forces de décision. Je reviens encore, Monsieur le Modérateur, pour dire que guérir le monde par l'éducation, c'est mettre cette jeunesse-là au centre du projet humain. Et pour terminer, je dirais, Monsieur le Modérateur, Mesdames, Messieurs, que l'éducation peut mesurer la fièvre du monde. Elle peut révéler ses blessures, mais surtout, elle peut y répondre. Elle peut guérir les fractures visibles et celles qui ne se voient pas. Comme le dit un proverbe sénégalais, l'homme est le remède de l'homme. Rappelant que chaque être humain porte en lui les ressources nécessaires pour guérir les maux de la personne humaine. Cette sagesse nous invite à faire de l'éducation la voie par laquelle ces ressources intérieures se révèlent, se développent et se mettent au service du monde. Elle peut transformer la peur en discernement, la solitude en solidarité et la fragmentation en lien. Nous sommes appelés à faire de l'éducation un bien mondial, un lieu de guérison, un espace de renaissance. La coopération dans le domaine de l'éducation est tellement importante qu'elle pourra permettre, dans ce contexte de mondialisation et de globalisation, de pouvoir partager sur les différents remèdes, sur les différentes solutions trouvées en vue d'un changement global donc, des systèmes. Que ce sommet marque l'avènement d'une coalition mondiale pour une éducation du lien, de la sagesse et de la paix. Je vous remercie, Monsieur le Président, Modérateur, et je remercie toute l'assistance. Je vous remercie, Madame.
Excellences, je vous remercie chaleureusement pour la profondeur et la sincérité de vos interventions. Ce que nous retenons de cet échange, je pense, c'est que guérir le monde par l'éducation n'est ni un slogan, ni une recette prête à l'emploi, mais une responsabilité partagée qui demande à la fois lucidité sur nos fragilités, confiance en soi, confiance la capacité des jeunes à porter l'avenir et coopération entre nos systèmes, sur la base, bien sûr, de l'égalité et de l'apprentissage mutuel. Puissent les idées et les engagements exprimés ici nourrir des politiques concrètes, des partenariats durables et une espérance active pour nos sociétés. Merci à vous, merci nos invités et merci l'ensemble de nos invités pour leur présence. Maintenant, je pense, nous avons des petits souvenirs pour cette séance. Nous sommes prêts maintenant. And the ministers for sharing their valuable perspectives. But we are not leaving you now. Mr. President will now present the gift to our distinguished guests. Yes. Un point de photo de famille. Oui, photo de famille, mais il y a aussi des souvenirs maintenant. On attend. Ah oui. Le premier. Oui. Le premier pour la madame. Oui, si vous me permettez. La galanterie. Oui. Ah, c'est un cadeau. C'est une boîte de Maarif, on peut dire. Il y a un petit souvenir d'Istanbul. C'est de l'Afrique. C'est de l'Afghanistan. C'est du Sénégal, comme vous savez. Le car rapide. Oui, car rapide, et c'est Soubert. Oui. C'est une peinture Soubert. Oui. Et c'est du Belgique. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Et nous avons aussi un petit statut de Maarif. Encore. La fleur de Maarif, on peut dire. Merci. Je vous en prie. Je peux laisser Oui. ici, si vous me permettez. Oui. On peut continuer avec Monsieur Dembele. Merci, monsieur. Et notre fleur, fleur de Maarif, on dit. Voilà. Très enchanté. Très enchanté. Voilà, enfin, mon frère, merci. Merci. Joli. Merci, merci. Ça reflète Maarif dans tout le monde. Dans le pluriel de Maarif. Oui. Et maintenant, une photo de famille. Oui, voilà. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Merci. Vraiment, c'était belle. Merci. Merci. Il y a des échos et parfois j'ai difficulté de vous entendre, mais j'espère pas de problème. D'accord. Merci. Merci. Merci, C'était bravo, magnifique. félicitations. Merci bien. C'est le ministre. Merci, mais c'était magnifique, je pense. L'accent sur langue maternelle.
Thank you so much for your moderation. You can take your seats. Thank you. Ben teşekkür ederim. Thank you so much. Merci.